Imagine un monde où le froid est si brutal que tes cils se transforment en glace, ton souffle se cristallise avant de sortir de ta bouche et l'obscurité engloutit le jour pendant 20 heures. On dirait un film d'horreur post-apocalyptique, n'est-ce pas? Mais pour les Inuits de Nunavut au XIXe siècle, ce n'était pas un cauchemar, c'était leur routine. Ces communautés n'ont pas seulement survécu dans l'Arctique, l'un des endroits les plus sauvages et impitoyables de la planète, mais elles l'ont maîtrisé avec une ingéniosité qui ferait pâlir n'importe quel génie de la Silicon Valley. Aujourd'hui, nous allons suivre les pas d'Atanarjuat, un jeune chasseur inuit de 20 ans, et de sa famille, alors qu'ils affrontent un hiver féroce dans les terres gelées de Nunavut. Tu découvriras comment il perçait une glace plus épaisse qu'une voiture pour pêcher, transformait des os en bombes de calories, chassait des phoques dans l'obscurité totale, construisait des igloos comme des architectes arctiques et tissait une communauté plus solide que n'importe quel réseau social moderne. Reste jusqu'à la fin, car nous partagerons une astuce de survie qui pourrait te sauver lors de ta prochaine aventure, ou du moins lors d'une journée sans chauffage. C'est une aube ténue à Nunavut, hiver 1850. Le ciel se teinte à peine de gris et l'air est si froid, entre moins 40 et moins 50 degrés Fahrenheit, que chaque respiration d'Atanarjuat brûle comme une gorgée de feu glacé. Enveloppé dans des peaux de caribou qui crissent à chaque pas, ce jeune chasseur de 20 ans marche sur un lac gelé, les yeux plissés contre le vent mordant. Sa femme Naja, sa petite sœur Kamutik et ses grands-parents dépendent de lui pour remplir le congélateur naturel de l'Arctique. Et non, nous ne parlons pas d'un appareil électroménager avec des lumières LED, mais de la pêche sur glace, une technique que les Inuits ont perfectionnée comme s'ils étaient des ninjas de la toundra. Atanarjuat ne plante pas son outil au hasard, comme s'il jouait à la loterie. Grâce à des générations de savoir transmises par ses grands-parents, il sait exactement où les poissons, comme l'omble chevalier, se cachent. Les Inuits étaient comme des cartographes sous-marins sans besoin de technologie. Ils cherchaient des mares profondes ou des plateaux sous-marins où les poissons se rassemblaient, guidés par des signes subtils, une courbe dans la neige, un changement dans le bleu de la glace ou un craquement particulier sous leurs bottes. Atanarjuat s'arrête à un point précis, sort son tuc, un ciseau en os ou en pierre de la taille d'une batte de baseball, taillé avec précision par son père, et commence à frapper. La glace a jusqu'à 6 pieds d'épaisseur, plus dure que du ciment, mais Atanarjuat ne fait pas un trou géant. Pourquoi? Un trou de 8 à 10 pouces suffit pour sortir un poisson, économise de l'énergie et empêche la glace de regeler rapidement. C'est comme ouvrir une petite fenêtre dans une tempête. Efficace et astucieux. Et voici un fait qui va te laisser bouche bée. Les poissons ne prennent pas de repos en hiver. Bien que l'eau soit à un pas de se transformer en granité, ils nagent à 80% de leur activité normale, se déplaçant avec les marées et les phases lunaires. Atanarjuat le sait et choisit le moment parfait, guidé par les histoires de sa grand-mère, sur la manière dont la pleine lune attire les poissons vers les courants profonds. Avec un hameçon en os ou en ivoire, attaché à une corde en tendon de caribou tressé par Naja, il lance son appât. Quand un poisson mord, l'hameçon tourne dans sa gorge comme un cadenas naturel assurant la prise. Un omble chevalier de 5 livres émerge de la glace, scintillant sous la lumière ténue. Chaque livre de ce poisson fournit 1000 calories, plus des oméga 3 et de la vitamine D, essentiels pour survivre des mois sans soleil. Son grand-père, assis sur un traîneau à proximité, éclate de rire. Ces hameçons en os sont meilleurs que ceux en métal. Si tu les perds, la glace les avale sans rouiller. Atanarjuat ne pêche pas seul. Parfois, son cousin Taktu se joint à lui, et ils se relaient pour surveiller les trous pendant que d'autres se réfugient dans des abris de neige. Un seul trou productif pouvait nourrir la famille pendant 1 semaine, et les meilleurs endroits étaient des secrets jalousement gardés, comme la recette d'un dessert vedette. Kamutik, avec ses tresses qui sautillent, court aider à nettoyer le poisson, rêvant du festin à venir. Dans l'Arctique, un bon lieu de pêche n'était pas seulement de la nourriture, c'était la vie. Mais attends, n'est-ce pas fou qu'avec un morceau d'os et un peu de glace, les Inuits organisaient un festin arctique? Si cela te retourne la tête, laisse-nous un commentaire
et dis-nous ce que tu trouves le plus épique. Veux-tu plus d'astuces pour survivre à un apocalypse gelé ou à un camping sans Wi-Fi? Abonne-toi, active la cloche et continuons cette aventure sur la glace. Atanarjuat retourne au campement avec une douzaine d'ombles chevaliers et Kamutik applaudit comme s'il avait gagné un concours de talent. Comment stockes-tu un tas de poissons dans un endroit où les ours polaires ont un flair digne d'un limier de film? L'Arctique est le plus grand congélateur de la planète, mais il ne suffit pas de jeter la nourriture dans la neige et de croiser les doigts. Atanarjuat, Naja et leur famille utilisent des techniques de conservation qui feraient qu'un chef de haute cuisine demanderait un stage auprès d'eux. Une de leurs armes secrètes est l'igunak, de la viande de morse fermentée. Oui, ça semble être quelque chose que tu refuserais dans un défi culinaire extrême, mais pour les Inuits, c'était un super aliment. Atanarjuat et Naja creusent un trou dans la toundra, placent la viande dans des sacs en peau de phoque cousus à la main et la recouvrent de couches de pierres lourdes. Pendant des mois, la viande fermente, devenant une bombe de nutriments avec un goût, disons, acquis. Mais dans un hiver sans fruits ni légumes, l'igunak était comme un smoothie de protéines arctiques, plein de vitamines et de graisses essentielles. Kamutik fronce le nez en le sentant, mais sa grand-mère lui fait un clin d'œil. « Mange, petite, ça te rendra plus forte qu'un ours. » En plus de l'igunak, ils collectaient des œufs de poisson à l'automne, les séchant soigneusement pour préserver leurs oméga 3 et protéines. Ils stockaient aussi des baies arctiques, comme des myrtilles, et des mûres des marais, congelées ou séchées à l'air pour ajouter de la vitamine C. Mais le vrai trésor était la moelle osseuse. Quand Atanarjuat ramène un caribou ou un phoque, il ne gaspille rien. Il brise les os avec une pierre aiguisée, frappant à des endroits précis que son père lui a enseignés, et en extrait une substance crémeuse que Kamutik appelle la glace de l'Arctique. Un os de caribou peut fournir 400 calories chargées de graisse, de collagène, de fer et de vitamine A. Les os de phoque, plus petits, apportent de la vitamine C, clé pour éviter le scorbut. Pour stocker cette nourriture, ils utilisaient des congélateurs naturels, des trous profonds dans la neige, marqués avec des pierres ou des branches pour les retrouver dans les tempêtes. Mais les ours polaires, avec leur flair capable de détecter de la nourriture à des kilomètres, étaient une menace constante. Atanarjuat construisait des cachettes surélevées avec des blocs de glace ou utilisait des chiens pour éloigner les intrus. Son grand-père plaisante en nettoyant son ulu. « Nous avons inventé le congélateur, mais le nôtre venait avec un ours polaire en bonus. » La conservation était un effort familial. Naja coupait la viande en fines lanières pour la sécher à l'air sec de l'Arctique, créant un jerky naturel qui durait des mois. Kamutik aidait à ramasser des baies ou à nettoyer des os, tandis que les aînés supervisaient, s'assurant que chaque étape était parfaite. Le savoir sur où et comment stocker la nourriture était transmis comme un héritage sacré. Un ancien du village disait « Une bonne cachette de nourriture vaut plus qu'un coffre d'or, car dans l'Arctique, la nourriture est l'or. » L'hiver s'intensifie et le vent hurle comme un loup affamé. Atanarjuat quitte les lacs et s'aventure dans la toundra, où la neige scintille sous la lumière de la lune. Son nouvel objectif est le caribou, un animal qui peut tout changer. Une chasse réussie signifie 150 livres de viande, assez pour nourrir sa famille pendant des semaines. Mais chasser dans la pénombre de l'hiver arctique, avec seulement quelques heures de lumière ténue, ce n'est pas comme commander une pizza. Atanarjuat lit la neige comme un détective, des traces fraîches, des lichens brisés ou des cratères où les caribous creusent pour manger de la mousse. Son père lui a appris à détecter ces signes, une compétence qui fait ressembler les GPS modernes à des jouets d'enfants. Impressionnant, n'est-ce pas? Que penses-tu du sens de la survie d'un être humain quand il n'a pas de technologie? Le plus impressionnant, c'est que les Inuits ne misaient pas tout sur un seul animal. Atanarjuat place aussi des pièges pour les renards arctiques, utilisant des morceaux de viande de phoque congelés comme appât. Un trappeur habile pouvait gérer 20 ou 30 pièges, les vérifiant tous les quelques jours, avec un taux de succès d'un renard pour 5 pièges. La fourrure était utilisée pour doubler des capuchons ou des bottes, et la viande, bien que maigre, fournissait des protéines. Ensuite, il y a les lagopèdes, des oiseaux arctiques de la taille d'un poulet qui sont comme les ninjas de la glace.
Ces oiseaux s'enfouissent dans la neige pour dormir, laissant de petits trous de respiration. Atanarjuat les trouve avec la vue aiguisée d'un faucon, utilisant des filets tissés par Naja pour les attraper. C'est comme chercher un flocon de neige dans une tempête blanche, dit-il en riant, pendant que Kamutik dévore un lagopède comme s'il s'agissait d'un nugget arctique. Les outils d'Atanarjuat sont des chefs-d'œuvre d'efficacité. Son traîneau Kamutik, fait de bois et d'os, glisse avec des charges lourdes sur une glace rugueuse et peut être réparé avec des matériaux à portée de main. Le couteau Ulu, avec sa lame courbée en ardoise ou en métal échangé, coupe un phoque entier en moins d'1 heure, quelque chose qu'un couteau moderne aurait du mal à égaler. Et voici un fait impressionnant. Alors qu'un chasseur moderne transporte 75 livres d'équipement, les Inuits s'en sortaient avec seulement 35, grâce à des conceptions multifonctionnelles. Leurs bottes en peau de phoque, cousues par Naja avec des tendons, étaient imperméables et résistaient au froid extrême, quelque chose que tes baskets de marque ne tiendraient pas un jour. Comme dit Atanarjuat en ajustant sa capuche, moins de poids, plus de cerveau et moins de plaintes. Maintenant, nous arrivons au défi suprême, chasser les phoques en hiver. Les phoques étaient le jackpot de l'Arctique. Un phoque adulte pouvait fournir 100 livres de viande, 50 de graisse et un arsenal de ressources, peau pour des parkas, graisse pour l'huile des lampes et intestins pour les fenêtres des igloos. Mais les attraper, c'était comme jouer aux échecs avec la nature sur un échiquier de glace. Atanarjuat cherche des trous de respiration, pas plus grands qu'une assiette cachée sous la neige. Une fissure subtile, un léger souffle d'air chaud, ou une zone surélevée dans la glace lui donne l'indice. Trouver ces trous était un art qui prenait des années à maîtriser, et Atanarjuat a appris de son père à lire ces signes comme une carte stellaire. Quand il trouve un trou, commence l'épreuve d'endurance. Atanarjuat reste immobile, parfois 3 ou 4 heures, à moins 50 degrés Fahrenheit, attendant le son d'un phoque qui respire. Il place une peau d'ours polaire près du trou, non pour se réchauffer, mais comme un capteur. Quand le phoque s'approche, son souffle fait trembler la peau, donnant à Atanarjuat une fraction de seconde pour agir. Son arme est un harpon Unaalpik, avec une tête détachable attachée à une corde en tendon. Quand il frappe, la tête s'enfonce dans le phoque et la poignée flotte pour ne pas perdre la proie sous la glace. Perdre un harpon fait plus mal qu'un coup de poing sur la glace, plaisante Atanarjuat en nettoyant son arme. Le butin vaut tout cela. La viande de phoque donne 1200 calories par livre, la graisse 4000, et le foie est chargé de vitamine C, essentielle pour éviter le scorbut. La graisse était utilisée pour les lampes qui donnaient lumière et chaleur, vitales dans un igloo. Même les nageoires étaient conservées comme friandises pour Kamutik, qui les mâchait comme des bonbons arctiques. Rien n'était gaspillé. La peau devenait des bottes, les intestins des fenêtres translucides pour les igloos. Comme dit Naja, en cousant une parka, dans l'Arctique, jeter quelque chose, c'est comme jeter ta vie. Cette efficacité était cruciale, car dans un endroit où ton corps brûle 6000 calories par jour juste pour rester au chaud, chaque bouchée était une victoire. Mais survivre à l'hiver, ce n'était pas seulement chasser et conserver. Atanarjuat et sa famille étaient aussi des architectes de la glace. Construire un igloo, ce n'était pas juste empiler de la neige comme un château de sable. C'était un art qui combinait physique, instinct et travail d'équipe. Atanarjuat et Taktu coupèrent des blocs de neige Matsuruti, humides et compacts, idéal pour construire, avec un long couteau en os. Chaque bloc, d'environ 3 pieds de long et 1 pied de haut, était placé en cercle qui se rétrécissait vers le haut, formant un dôme parfait. L'astuce ? Ils inclinaient les blocs légèrement vers l'intérieur, utilisant le poids de la neige pour créer une structure solide comme un roc. Naja et Kamutik aidaient, lissant les joints avec de la neige fraîche pour sceller les fissures. L'igloo, qui pouvait être construit en quelques heures, conservait la chaleur corporelle et résistait au vent hurlant. Une lampe à graisse de phoque au centre, alimentée par l'huile que Naja préparait, élevait la température intérieure à un confortable 40 degrés Fahrenheit, même quand dehors c'était un congélateur.
Les Inuits taillaient même un petit trou de ventilation pour éviter l'accumulation de dioxyde de carbone, montrant une connaissance de la physique qu'un ingénieur envirait. Kamutik, blotti dans une peau, disait « L'igloo, c'est comme une étreinte de l'Arctique. » Et elle avait raison. C'était un refuge, une maison et un chef-d'œuvre, tout en un. La véritable superpuissance des Inuits ne résidait pas seulement dans la chasse, la conservation ou la construction d'igloos. C'était le Ningiktuk, l'art de partager. Quand Atanarjuat ramène un phoque au campement, il ne le garde pas comme un trophée. La viande est répartie avec une précision chirurgicale. Les aînés reçoivent les morceaux les plus juteux, non seulement par respect, mais parce que leur sagesse était une ressource aussi précieuse que la nourriture. Kamutik et les autres enfants se retrouvaient avec les nageoires, les mâchant comme des friandises arctiques. Si un jeune chasseur obtenait sa première proie, la tradition exigeait de tout donner. Pourquoi ? Parce que cela enseignait la générosité et tissait un réseau de soutien. Comme le dit le grand-père d'Atanarjuat en aiguisant son ulu, en ville, l'argent achète de la nourriture. Ici, partager la fait apparaître. Ce système était une assurance contre l'imprévisibilité de l'Arctique. Une famille pouvait avoir une chasse réussie aujourd'hui, mais échouer demain. Partager garantissait que tout le monde mangeait. De plus, cela évitait le gaspillage. La viande était rapidement transformée par plusieurs familles, réduisant le risque qu'elle se gâte. Les Inuits partageaient même des informations sur les lieux de chasse. Bien que certains endroits, comme les trous de pêche, soient des secrets familiaux, d'autres étaient partagés pour que plus de chasseurs réussissent. Une communauté avec plus de nourriture était une communauté plus forte. Atanarjuat résume, en donnant un morceau de caribou à son voisin, « Si tu partages, tu ne chasses jamais seul ». Le succès d'Atanarjuat ne dépendait pas seulement de ses outils ou de sa communauté, mais de sa capacité à lire la nature comme un livre ouvert. Les Inuits avaient plus de 50 mots pour la neige, chacun avec un but. Matsuruti était la neige humide parfaite pour les igloos. Pignatok indiquait une neige idéale pour suivre les caribous. Ce n'était pas juste des mots, c'était une intelligence environnementale. Atanarjuat prédisait aussi le temps en observant les nuages, les vents et le comportement des animaux. Un ciel avec des nuages en forme de lentilles signifiait une tempête. Un vent du nord apportait de bonnes conditions pour chasser les phoques. Même dans l'obscurité totale, il sentait la direction de la neige soufflée par le vent sur son visage ou écoutait les sons portés par l'air froid pour traquer les animaux. Ce savoir était son GPS, son application météo et son manuel de survie, tout en un. Il savait que les caribous se déplaçaient de manière prévisible avec certains vents ou que les phoques préféraient des trous de respiration dans des zones spécifiques. Comme le dit Atanarjuat en ajustant sa capuche, « La terre parle, mais il faut savoir écouter ». Ce savoir, transmis de génération en génération, était ce qui transformait un hiver mortel en un défi surmontable. Les aînés racontèrent des histoires sur la façon dont leurs ancêtres utilisaient les étoiles pour naviguer ou le chant des loups pour localiser des troupeaux de caribous. Un savoir qu'Atanarjuat absorbait comme une éponge. Et ainsi, en suivant Atanarjuat, nous avons vu comment les Inuits ont transformé l'hiver arctique en leur terrain de jeu, avec des hameçons en os, des harpons ingénieux, des igloos qui défient les tempêtes et un congélateur naturel rempli d'igunak et de moelle. Ils n'ont pas seulement survécu, mais prospéré. Ne trouves-tu pas cela incroyable ? Leur système de Ningiktuk nous enseigne que partager n'est pas seulement de la générosité, c'est de la survie. Et leur capacité à lire la nature nous rappelle que le savoir peut être plus puissant que n'importe quel gadget. Savais-tu que nous avons d'autres vidéos comme celle-ci ? Tu peux visiter notre chaîne et continuer à consommer des informations percutantes sur cette communauté. Et alors, qu'est-ce qui t'a laissé glacer ? L'igunak fermenté, la patience pour chasser les phoques, la glace de moelle ou les igloos de haute ingénierie ? Laisse-nous un commentaire avec ton préféré et partage cette vidéo avec quelqu'un qui aime les histoires épiques. Si tu veux plus d'aventures qui te fassent dire « Waouh !», abonne-toi et active la cloche. On se retrouve dans la prochaine vidéo où nous continuerons à chasser des histoires plus grandes qu'un phoque arctique. À bientôt, explorateurs de la glace.